Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver en ce lundi soir. Nouchka, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va Bonsoir à très tous. bien, ça va très bien, je suis trop content d'être là. J'ai passé une longue journée au cabinet, je suis trop content de pouvoir prolonger ce soir avec un peu d'élévation de niveau. Je te raconterai peut-être si jamais vous êtes sage les anecdotes que j'ai eues aujourd'hui. Euh, je suis trop content de vous avoir ce soir parce qu'on va casser pas mal d'idées reçues autour de la nutrition. Ça va être un séminaire, finalement, un webinaire assez poussé, puisque Nouchkan, tu nous as préparé beaucoup de slides pour nous expliquer, qui est à destination principalement des professionnels de la santé et du sport. Donc, il y aura le chat évidemment à côté si jamais vous avez des choses à évoquer. On est attentif pour regarder tout ce que vous nous racontez, mais normalement, ce soir, on est vraiment, entre guillemets, entre nous, pas mal de kinés, pas mal de diètes. Je sais qu'il y a des médecins. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos profils pour qu'on puisse avoir un maximum d'affinage là-dessus. Mais aujourd'hui, on va revenir sur des idées reçues que parfois nous pouvons avoir, qu'on peut parfois transmettre à nos patients, et l'inverse, quand nos patients viennent nous voir avec des questions et qu'on n'a pas forcément de réponse. Les exemples qu'on vous a donnés, c'était ce sur quoi je butais en tant que kiné, et Nouchka a fait un énorme travail. Franchement, Nouchka, je crois que tu as bossé dessus pendant plus d'un mois et demi, pour nous aider à mieux comprendre certaines idées reçues qu'on pouvait avoir, les principales étant nos patients qui viennent nous voir avec des douleurs, souvent tendineuses, et qui se demandent est-ce que c'est à cause des produits laitiers que j'ai pris, à cause des produits que je vais prendre, et ainsi de suite. On a évoqué aussi parfois des douleurs intestinales, des inconforts intestinaux, des intolérances aussi. Et avant que je ne te laisse la parole, Nouchka, parce que c'est toi qui vas animer quand même 90% de la suite, il y avait une grande question et j'ai beaucoup aimé les gens qui nous l'ont posée. On va mettre les deux pieds dans le plat directement. C'est les gens qui nous disent, bah, Grégoire, Nouchka, vous êtes bien sympa, mais vous allez nous faire un webinaire autour de la santé et des produits laitiers qui est en partenariat avec les produits laitiers. Donc, est-ce que on est en droit de vous croire sur parole? Est-ce que bah, vous n'êtes pas biaisé? Dans votre réponse. Alors, vous avez tout à fait raison et c'est tout à fait normal et c'est ce qu'on va développer aussi dans cet esprit critique de se poser la question. Et deuxième chose, bah justement, avec Nouchka, c'est la raison pour laquelle on a bossé avec ce Serin et c'est ce que le Serin est venu chercher avec nous, c'est de dire en fait, si on bosse ensemble, c'est pour mettre en avant et faire parler les données scientifiques. Là où on sait ce qu'on sait, on le sait. Là où on ne sait pas, on dira qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, notre discours n'est absolument pas biaisé et il n'est pas orienté d'une manière ou d'une autre. Et vous allez le voir de toute façon dans le discours de Nouchka que c'est un discours qui est finalement très factuel. Ceci étant dit, comme je vous l'avais dit, on va essayer d'avoir un maximum d'interactions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Nouchka, est-ce que tu veux te Super introduction. présenter? Oui, et bien pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Nouchka Simic, je suis diététicienne du sport, donc je fais de la consultation auprès de sportifs de tout niveau et dans toute discipline. Et puis mon activité principale, c'est surtout de former en nutrition sportive. Donc j'ai mon organisme de formation et chaque année je forme des professionnels de santé et du sport pour qu'ils puissent derrière accompagner au mieux leurs athlètes dans leur nutrition. Voilà. Et puis après, j'ai la partie réseaux sociaux où j'essaye de vulgariser un petit peu et faire finalement ce que je vais faire, ce qu'on va faire ce soir avec vous, c'est-à-dire vulgariser la science pour que ce soit assez accessible, pas imbuvable et que vous puissiez vous y retrouver parmi tout le flux qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut avoir, toutes les idées reçues qu'on peut avoir de part et d'autre. Voilà, je suis aussi auteur d'un livre qui est sorti cette année, le Nutri Guide du sportif, où pareil, c'est un peu dans la même dynamique. Je parle de nutrition sportive basée sur la science. Et voilà pour les petites présentations. Je suis très contente de vous présenter ce webinaire ce soir en essayant d'être assez concis. On n'a pas beaucoup de temps et je pense qu'on pourrait faire quelque chose de 10 heures sur le sujet. Je peux te présenter Greg aussi. Ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Grégoire Gibaud, je suis kiné, thérapeute manuel, je suis enseignant depuis donc kiné depuis 15 ans, enseignant depuis 7 ans. Moi, mon passion à moi, c'est la douleur du rachis et la douleur globalement du sportif du dimanche. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça me permet d'être au contact de populations de sportifs dont les connaissances sont encore en cours d'acquisition et d'essayer de déblayer là-dedans pas mal d'idées reçues et de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent pratiquer une activité physique sur le plus long terme possible. Nouchka, je te laisse lancer directement.
Au top. Donc dans ce webinaire, les objectifs, ça va être de déconstruire un peu certaines idées reçues qu'on peut avoir quand on parle de santé et de nutrition, de donner un peu des repères pratiques et des recommandations qui sont basées sur la science. C'est hyper important pour nous. Finalement, c'est la meilleure façon d'être le plus juste possible. Et puis de parler évidemment des produits laitiers dans l'alimentation, la mobilité, la santé, et d'aborder un peu les différentes idées reçues qu'il peut y avoir sur le sujet. Et en se basant sur la science, voir ce que celle-ci nous dit pour savoir si oui ou non ces derniers sont positifs, négatifs et dans quel cas ils le sont. Le premier mythe, je pense, et vous l'avez tous en tête, c'est quand on parle d'inflammation. Est-ce que finalement les produits laitiers sont inflammatoires? Et déjà, pour introduire un petit peu ce sujet, je pense qu'on peut parler déjà de l'inflammation de façon globale et faire un peu la différence entre l'inflammation qui va être aiguë et l'inflammation qui va être chronique. Greg, je pense que ça, tu es hyper à l'aise avec ce sujet et je pense que c'est quelque chose que tu expliques aussi beaucoup à tes patients en consulte. Il y a une grosse différence entre les deux, entre une inflammation qui va être aiguë et qui en fait va être une réponse qui est forte, courte et qui va être positive pour que le corps puisse se réparer. Hein. Quand on a typiquement une brûlure, une infection, une allergie ou quoi, c'est une réaction qui va se mettre très vite en place et qui va permettre de se réparer au plus vite. Et puis une inflammation qui va être chronique, qu'on dit de bas grade, où là, elle va être silencieuse, prolongée, et ça peut avoir beaucoup de conséquences, que ce soit sur les maladies cardiovasculaires, les troubles métaboliques comme l'obésité, le diabète de type 2, etc. Donc c'est vraiment deux choses différentes et on ne le traite pas aussi de la même manière. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que finalement, une inflammation aiguë, bah, on va pas forcément chercher à la combattre ou à l'arrêter. J'ai pas mal d'idées en tête. Moi, alors je suis diète, je suis pas kiné, mais tu vois, sur par exemple les tendinites, les entorses, où j'entends de plus en plus qu'il faut pas forcément glacer parce que c'est pas forcément ce qu'il faut faire et il faut pas lutter contre l'inflammation. Donc voilà, pour introduire un peu et montrer un peu les différences entre ces deux types d'inflammation. Je Donc vais dans... rebondir très Ouais, rapidement là-dessus, Nouche. vas-y. Tu as entièrement raison. Je pourrais aussi développer là-dessus, mais aujourd'hui, c'est plus un live nutrition. Mais en effet, nos phases d'inflammation locale, elles sont finalement assez différentes. Si par exemple, on est sur une racine nerveuse avec une discopathie inflammatoire locale, avec une préférence directionnelle qui fait mal, ce qui n'est pas du tout pareil qu'un long cycle sur, je dirais n'importe quoi, mais sur ouais, un syndrome des lèvres dans l'os, sur une fibromyalgie ou sur d'autres choses. Et je trouve que pour nous, ça nous permet de bien comprendre la différence entre quelque chose d'aigu et de chronique. Exactement. Du coup, l'inflammation aiguë, elle, bah, c'est une réaction qui est normale et transitoire. Elle permet de défendre l'organisme et de réparer les tissus. Donc, quelques exemples, hein, ça va être tendinite, blessure musculaire, infection. Ça va se manifester par une douleur, une rougeur, une chaleur, un œdème. Et puis, ça met quelques jours à quelques semaines à se réparer. Et puis, une inflammation qui va être chronique, bah là, en l'occurrence, c'est un état inflammatoire qui est discret, silencieux, mais par contre qui dure dans le temps, qui résulte d'une activation qui est prolongée du système immunitaire et qui dérégule ce dernier et qui peut amener à différentes pathologies comme l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, etc. Et ça met des mois à des années à être résolu. Comment finalement on peut gérer un peu ça par l'alimentation? Je pense que on a tous en tête l'idée de l'alimentation anti-inflammatoire. Alors moi j'aime bien rappeler que l'alimentation anti-inflammatoire finalement c'est ni plus ni moins qu'une alimentation qui est équilibrée. Il n'y a pas d'aliments qui vont être dangereux ou qu'il faut à tout prix éviter et enlever de l'alimentation. Dans tous les cas, vous verrez dans la conclusion qu'on fera de ce webinaire, c'est que les extrêmes ne sont jamais bons et que dans tous les cas, c'est toujours une question de modération. Mais voilà, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est juste une alimentation. On va avoir de tout à base de fruits, de légumes au quotidien, intégrer des légumineuses, des huiles végétales de bonne qualité, des poissons gras pour ceux qui en consomment, des oléagineux. C'est une alimentation qui va aussi être assez riche en oméga 3, donc les oméga 3 qu'on va retrouver dans les poissons gras principalement, mais aussi certaines huiles, genre les huiles de lin, de colza, de chanvre, ou les graines de chia, de lin, etc. En polyphénol, en antioxydants, en fibres alimentaires également. Finalement, ça va avec la richesse en fruits, légumes, légumineuses et complètes. Et dans le but, bah, finalement, de maintenir un bon état du microbiote, de moduler le stress oxydatif, etc.
Ah, au contraire, si on a beaucoup d'aliments qu'on dit pro-inflammatoires, et ben, en l'occurrence les sucres ajoutés qui vont engendrer beaucoup de pics de glycémie, donc, et ce qui peut mener à une hyper-insulinémie et finalement dérégler encore plus les processus immunitaires. Une alimentation qui va être riche aussi en graisses saturées et en graisses trans, pareil, ça va stimuler le système immunitaire sur le long terme. Et puis une carence en fibres et en antioxydants. Pareil, ça va avoir cet effet inverse d'un régime qu'on dit anti-inflammatoire. Donc finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir plus d'aliments à gauche, avoir moins d'aliments à droite, mais pas être dans le que à gauche pour que ce soit le plus anti-inflammatoire possible. Comme je le dis, c'est toujours une question d'équilibre. Question pratico-pratique, on va chez un patient chez qui on repère des signes inflammatoires réguliers, même si c'est de l'inflammation à bas grade qu'on peut retrouver dans certaines maladies auto-immunes. Il peut y avoir un lien entre certaines maladies auto-immunes et l'apparition de symptômes inflammatoires avec son alimentation. Oui, ça peut. Ouais. Ok. Et ma deuxième question, c'est concrètement, nous, en tant que kiné, sur le terrain, au cours d'un bilan ou sur des visites à domicile, quelles grandes questions on pourrait poser aux gens pour savoir si dans leur alimentation, ils ont une alimentation serait plutôt, on a bien compris, pas forcément d'excès, mais qui serait plutôt anti-inflammatoire, et à l'inverse, surtout, une alimentation qui serait très pro-inflammatoire. Bon, quelques questions simples déjà, c'est leur demander s'ils cuisinent ou s'ils achètent beaucoup de plats préparés, ça c'est la première chose. Savoir s'il y a des fruits et des légumes tous les jours et si possible à tous les repas. Et puis si ils mangent beaucoup de produits voilà, transformés, de gâteaux, de plats industriels, etc. Ça c'est la première chose parce que souvent en fait déjà quand on arrive à régler ça, on règle pas mal de choses. Si on arrive à faire en sorte que l'alimentation elle soit le plus brute possible, avec des légumes à chaque repas, avec des fruits 2 à 3 fois par jour, en intégrant des graisses de bonne qualité, en variant les sources de protéines, en essayant d'intégrer des légumineuses. Voilà, on sait que les recommandations publiques, elles vont dans ce sens-là, d'avoir plus de protéines végétales. Déjà, on est dans la bonne direction, clairement. Voilà, c'est Tu ça peux qu'il faut nous essayer de donner faire. des C'est exemples d'aliments qui contiennent pas mal de protéines végétales, s'il te plaît? les légumineuses, typiquement, donc que ce soit les lentilles, les pois chiches, et ce genre de légumineuses, le tofu, le sétan, le tempeh. Aujourd'hui, on en trouve de plus en plus. Donc voilà, les légumineuses, les recommandations aujourd'hui, c'est 2 fois par semaine. C'est pas très dur à intégrer. Voilà, un petit peu de pois chiches dans une salade, des lentilles corail, des haricots rouges. Voilà, ça s'intègre très facilement. Et en plus de ça, c'est riche en fibres alimentaires. Donc ce qui va dans le, Dans le dans, sens, dans le sens de est-ce ce que qu'il le mode faut de intégrer. cuisson change la qualité des produits? C'est peut-être une question plus technique, Ouais, elle en a l'air. oui, mais alors ça peut concrètement, alors ça, la cuisson a l'impact sur beaucoup de choses, que ce soit l'index glycémique, forcément plus un aliment il va être cuit, plus léger il va être élevé, mais aussi dans le cas des légumineuses et des aliments végétaux, ça va être bénéfique dans le sens où ça va diminuer un peu la teneur en ce qu'on appelle les antinutriments et qui diminue l'absorption de certains minéraux. C'est pour ça qu'on fait souvent tremper les légumineuses mais oui, voilà, ça peut impacter, et ça impacte aussi le temps de digestion. Typiquement, je sais pas, une purée, ça va être assimilé beaucoup plus vite qu'une pomme de terre vapeur ou une pomme de terre au four, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Je fais toujours un petit point sur l'alimentation des sportifs, qui est un peu, je trouve, plus compliqué que ce qui en a l'air. Et souvent, quand on est sportif, on a la motivation, et à juste titre, et c'est bien de vouloir manger le mieux possible. Mais parfois, c'est compliqué de manger bien et assez. Ça, c'est un peu mon combat de tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est d'expliquer aux sportifs qui s'entraînent beaucoup que quand on a une alimentation qui est enfin, une dépense qui est très importante et où on dépense beaucoup de calories, bah, il faut chercher à combler ces calories. Et parfois, eh bien, en intégrant que des aliments du tableau de gauche, là, ça peut être très, très compliqué parce que ça fait une grosse richesse en fibres alimentaires, un gros volume alimentaire et finalement, bah, pas forcément beaucoup de calories. Donc, l'impact finalement des aliments qu'on va avoir à droite, il va être moindre parce que les besoins énergétiques, ils sont plus importants.
Évidemment, il ne faut pas avoir une alimentation qui est que ultra transformée dans le but de couvrir les calories. Il faut aussi avoir assez de ces éléments à gauche, mais on est un petit peu plus laxiste, entre guillemets, sur les aliments à droite parce que on n'a pas un rythme de vie sédentaire et qu'il faut réussir à couvrir ses besoins et qu'on se dépense beaucoup plus et que tout tourne un petit peu plus vite dans l'organisme finalement. Donc pour nous, en tant que kiné, la traduction, tu me corriges si je me trompe, c'est que identifier chez nos patients des patients qui auraient plutôt tendance à pousser vers l'orthorexie, je crois que c'est ça le terme, de vouloir Mm. toujours manger que des produits sains, mais qui finalement peut être au détriment d'une alimentation qui peut être un peu plus détachée, qui peut être un peu plus variée. Et ça va être, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais ça va être des profils qu'on va retrouver pas mal chez les crossfitters, chez les trailers, chez les Ouais. coureurs, sur des gens qui souvent arrivent aux alentours de 30, 40 ans, ils viennent d'avoir des enfants, ils se projettent et ils commencent à vouloir manger mieux pour eux, mais ils prennent un virage qui est beaucoup trop serré. Et même parfois, c'est des gens qui vont nous pointer du doigt, nous, quand on ne mange pas très bien, dire mais t'es sérieux, tu manges ça, c'est pas bon du tout pour toi. Finalement, assez extrême. Et c'est là où toi et moi, Nouch, on est un peu là-dessus, pardon, Nouchka, on est un peu pareil, c'est quand on n'est jamais extrême dans nos propos, mais plutôt, en fait, on peut être un peu varié et on peut faire preuve d'un petit peu de laxité sur certains points et que chacun est différent. Ouais, et tu vois, pour aller même plus loin, alors même si c'est pas forcément le thème d'aujourd'hui, mais c'est intéressant d'en parler, beaucoup trouvent ça dangereux de dire à des sportifs, vous avez le droit de consommer ces aliments qui sont pas forcément connotés sains, alors que moi, ce que je trouve dangereux, c'est finalement que les gens on leur fasse pas comprendre que c'est important de manger assez en termes d'énergie, parce que ça, tôt ou tard, ça a toujours des répercussions négatives. On le voit, hein, ça peut mener à un Rett syndrome et à toutes les conséquences que ça amène. Et Redd beaucoup de syndrome, sportifs tu se peux rendent. nous le définir très Ouais, rapidement? syndrome de déficit énergétique en fait qui est chronique, c'est-à-dire que pendant une longue période, on va avoir des dépenses énergétiques qui sont beaucoup plus importantes que les rentrées au niveau alimentaire, et donc sur le long terme, ça va avoir beaucoup d'impact, notamment au niveau hormonal, au niveau osseux aussi, et puis après, bah, ça impacte tous les enfin tous les Une, compartiments et tous les métabolismes du corps, quoi. une sorte de burn-out du système énergétique? Ouais, si on peut dire ça comme ça, carrément. Et en fait, beaucoup de sportifs ne se rendent pas compte qu'ils ont des besoins très importants. Et je parle pas que de sportifs élites, là, hein. Oui, Je oui, parle bien aussi de sûr. sportifs amateurs qui, finalement, courent 4-5 fois par semaine, plus 2 séances de muscu, plus un petit vélo, plus un petit truc. Et puis, au final, on arrive vite à des dépenses qui sont très importantes. Et nous, Et puis, d'un point de toujours avec vue. cette motivation de manger bien dans l'assiette et ce qui crée encore plus de déséquilibre. Et globalement, pour nous, en tant qu'inés, c'est des gens, je ne sais pas, vous, de votre côté, moi, sur lesquels j'ai beaucoup de mal à discuter avec eux, à essayer de leur faire comprendre ça. Et la plupart du temps, je trouve que ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un bon diète avec qui vous entendez bien et leur donner la carte directement en disant, tenez, appelez-le de ma part. Et venez, on prend Bon rendez-vous point ensemble astuce. si vous voulez. Pour revenir un peu aux produits laitiers, justement, maintenant qu'on a un peu posé le terrain de l'inflammation, l'idée reçue qui persiste, c'est les produits laitiers sont pro-inflammatoires. Moi, je l'entends tout le temps. J'ai déjà entendu beaucoup de kinés aussi dire ça, que ce soit quand je les ai consultés ou quand j'échange sur les réseaux. Dans le cadre de tendinite, je précise, quand il y a besoin d'avoir un traitement pour une tendinite. On a des données de la science, et c'est justement ce qui nous intéresse, notamment une méta-analyse de 2020 qui justement a essayé d'analyser un petit peu la consommation de produits laitiers sur les biomarqueurs de l'inflammation. Et donc, ce qu'on voit finalement, c'est que on a étudié donc la CRP, certains autres marqueurs de l'inflammation. Et ce qu'on a vu, c'est que les produits laitiers, ils avaient soit des effets neutres, soit des effets bénéfiques sur l'inflammation. Donc, soit en fait, la consommation de produits laitiers eh bien, n'augmentait pas ces marqueurs inflammatoires, soit au contraire, eh bien, il les diminuait. En l'occurrence, la consommation de lait, de yaourt et de fromage, eh ben, elle n'augmente pas l'inflammation, et la consommation de certains produits fermentés, comme par exemple le yaourt ou le kéfir, eh ben, pourrait même avoir un effet anti-inflammatoire, puisqu'ils contiennent des probiotiques et certains peptides qui sont bioactifs. Donc à ce jour, il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques qui montrent que les produits laitiers ils favorisent l'inflammation. Alors bien sûr, on pourra toujours trouver des études isolées et on pourra toujours faire ce qu'on appelle du cherry picking en allant chercher ce qui nous intéresse dans la littérature, mais le fait est que quand on regarde le consensus scientifique et les méta-analyses qui existent sur le sujet, et bah, il n'y a rien qui nous dit que les produits laitiers sont inflammatoires et doivent être limités dans ce cadre-là, finalement. Nous, ce qu'on va avoir en tant que kiné, je pense qu'on a fait un raccourci assez fort entre, on retrouve, euh,
bon, des symptômes de tendinite. On pensait avant que la tendinite était inflammatoire. Ça, je pense qu'on est plutôt d'accord sur le fait qu'on a évolué. Mais c'est surtout que les tendinites étaient parfois, et sont parfois, associées, d'ailleurs, il faudrait dire tendinopathie, mais on s'entend, Ouais. à des calcifications. Et je pense que le calcul a été juste de se dire, OK, qu'est-ce qui crée des calcifications? Bah, c'est forcément un excès de lait. Et à côté de ça, on a certains patients qui, globalement, ont modifié leur alimentation et ont réussi à diminuer leur symptomatologie. Globalement, il y a quand même pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je pense qu'il y a un gros raccourci qui a été fait, mais qui n'est pas tout à fait vrai. Et moi, il y a une idée que j'aime bien, c'est que au-delà du lait, là pour le coup, c'est vraiment plutôt un modèle biomécanique, c'est de se dire dans quelle mesure est-ce qu'en fait la calcification, c'est pas juste une adaptation tissulaire liée à un excès de contraintes mécaniques. Et en fait, bah, si c'est une excroissance osseuse, c'est peut-être que le corps, on lui en a mis tellement qu'au bout d'un moment, il a dû se structurer pour être un peu plus solide. Et c'est pas toujours la calcification qui fait mal, vous le savez, on a passé des échographies à des épaules non douloureuses, à des tendons d'Achille non douloureuses, et y compris chez les côtés non douloureux, on a pu retrouver des calcifications. Donc il y a eu un raccourci un peu rapide qui a été fait sur ce point-là, et je pense que c'est ce qui a créé cette idée reçue chez nous. Ok, intéressant. Je ne sais pas si c'est ça, mais moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Ouais. Autre point sur l'acidité, on dit souvent que les produits laitiers, ils sont acides et finalement que c'est négatif pour le corps. Alors, quand on parle d'acidité, on a un indice qu'on appelle l'indice PRAL et qui permet de mesurer la charge acide rénale. Donc, en gros, quand on mange un aliment, il va laisser dans le corps ce qu'on appelle une charge acide ou basique une fois que cet aliment a été digéré et métabolisé. Et souvent, cette charge-là, elle dépend de sa teneur en protéines et en certains minéraux. Donc, on voit que les produits laitiers, ils se situent dans cette catégorie-là. Ils sont plutôt un petit peu acidifiants, mais faiblement. Et en l'occurrence, on va avoir les protéines animales qui sont plutôt euh, un peu plus acidifiantes, et puis les produits transformés et sucrés qui, eux, sont très acidifiants. Nous, je te laisse, je vais Le juste truc, c'est remettre un que, peu de lumière parce que sinon on ne me voit plus. Je te laisse en prendre. vas-y. Le truc, c'est que même si on consomme des aliments qui finalement sont dits acidifiants, le corps, il est plutôt bien fait parce qu'il aime l'équilibre et dans tous ces systèmes, finalement, il va chercher à maintenir cet équilibre. Et on est équipé de ce qu'on appelle des systèmes tampons, notamment les systèmes bicarbonate, qui cherchent finalement toujours à maintenir un pH entre 7,35 et 7,45. Les reins, ils vont jouer un rôle clé, ils vont régénérer ces fameux ions bicarbonate qui, eux, derrière, vont venir tamponner cette acidité-là. Donc, même si les produits laitiers, ils ont un indice acidifiant à proprement parler, et ça n'a pas vraiment d'impact sur l'équilibre du pH sanguin parce que notre corps, il est super bien équipé pour venir tamponner ça et pour maintenir toujours un pH à l'équilibre. Et on n'a aussi aucun lien qui a démontré, scientifiquement parlant, que les produits laitiers acidifiaient le corps ou bien favorisaient, via ce mécanisme-là d'ailleurs, l'ostéoporose et les troubles du métabolisme osseux. Un autre point aussi, différence entre acidification du sang et acidification du muscle, parce que souvent il y a un peu un quiproquo entre les deux. Le pH sanguin, donc on sait qu'il est stable et il est normal, et que ce sont les poumons et les reins qui vont chercher à maintenir cet équilibre-là. Et une acidose sanguine est pathologique et elle est très rare et surtout très importante à prendre en charge très rapidement. Donc, c'est pas quelque chose qui est complètement anodin et qui arrive juste parce que je vais consommer beaucoup de produits laitiers. C'est des cas qui sont dangereux et qui nécessitent finalement une prise en charge très précoce pour que ça engage pas Le le, pronostic le, vital? le pronostic vital. J'allais dire le processus vital. Le processus de L'acidification vie. du muscle, Alors, le le processus de processus vie, de c'est quand vie, tout quelqu'un à est en fait. vie. Donc cette acidification du sang-là, qui est très rare, elle est bien différente de l'acidification du muscle. Pendant un effort intense, tous les métabolismes qui vont se mettre en place, notamment par la glycolyse, vont produire ce qu'on appelle des ions H+. Et attention, c'est pas le lactate qui est responsable de cette acidité, c'est bien les ions H+, qui accompagnent sa production. Ces ions H+-là, ils vont abaisser le pH à l'intérieur du muscle, mais comme je vous l'ai dit juste avant, ces ions, ils sont tamponnés et finalement, l'acidité, elle est réversible et elle n'est pas dangereuse. Le lactate, lui,
il va pas acidifier le muscle. Au contraire, c'est un métabolisme hyper puissant. Il va être utilisé comme carburant par d'autres tissus, ou alors il sert à reformer du glucose via la néoglucogénèse. Petit terme technique pour les diètes qui sont là. Donc Ouais, ça veut dire que quand on a des crampes, c'est pas l'acide lactique. non, non. Et j'en peux plus d'entendre ça. Ouais, exactement. Donc ça, j'ai cru Non, comprendre, c'est vraiment pareil, quelque chose chez les les chimistes. courbatures, pareil. Voilà, ça cristallise beaucoup de tension, alors que moi, vraiment, je ne comprends pas. Donc, Toi, mais OK pour tu vous. comprends pas quoi? Non, non, Que ah ça ben, nous tende? non, voilà, c'est que ce soit trigger pour vous. Je me dis, waouh, si jamais c'est ça qui vous trigger dans la vie, c'est que vous avez vraiment des Non. problèmes pour. Non, je déconne, me tombez pas dessus. Mais j'ai un pote chimiste Les qui a fait crampes une vidéo sont d'origine là-dessus. neuromusculaire, J'ai fait une vidéo, plus je que peux le citer, d'origine. il s'appelle Blablaro au labo. Il a fait une vidéo là-dessus avec Didier Reis qui l'intéressait beaucoup sur justement cette idée reçue et qui changeait quand même pas mal de choses au niveau de l'alimentation et de l'interprétation surtout. Ouais, carrément. Du coup, le lactate, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de même très positif en fait. Donc l'acidification musculaire, je le redis, bien différente de l'acidification du sang qui, elle, est une urgence vitale. Voilà pour cette partie inflammation. Maintenant, le deuxième point, c'est de parler un peu de santé osseuse et du rôle des produits laitiers dans cette santé-là. Déjà, rappelons un peu les facteurs clés de la santé osseuse. On sait que pour avoir des os forts et finalement avoir un bon métabolisme osseux, la première chose, déjà, c'est de pratiquer une activité physique qui mette en Ça marche. contrainte exactement, ça marche. Qui mettent en contrainte les os et le muscle. Donc, c'est le cas de la musculation, c'est le cas de la course à pied. Bref, tous ces sports qui vont finalement soit être contraignants, soit avoir des impacts et qui vont exercer un impact positif sur le remodelage osseux. L'os, qui est finalement un tissu qui est en constant renouvellement. Donc, tous les jours, on dégrade des cellules osseuses, on en resynthétise. Et ce qui va permettre de resynthétiser des cellules osseuses, bah, ça va être la contrainte qu'on va apporter à l'os, l'alimentation et puis notre santé hormonale finalement. Donc l'alimentation, ça va être Je fais d'avoir juste une une petite alimentation. parenthèse, Nouche, là-dessus. Ouais. Deux idées reçues qui sont hyper importantes à déconstruire pour nos patients. La course à pied et le port de charge ne tassent pas nos vertèbres, n'usent pas précocement nos vertèbres. On a étudié des populations de coureurs versus des populations de non-coureurs. Globalement, les gens qui courent ont des rachis qui sont plus solides, ils ont des disques intervertébraux qui sont plus épais. C'est important de le verbaliser, même si vous le Mm. savez. Globalement, ce qui peut créer de la douleur ostéo-articulaire, c'est quand vous allez faire trop vite, trop fort, trop longtemps sur des structures qui ne sont pas prêtes à encaisser aussi vite, aussi fort, aussi longtemps. Donc pour nous, c'est un, casser ces idées reçues et deux, y aller progressivement. Mais dites-leur, et globalement j'aime bien cette idée, c'est que nos disques intervertébraux, quand on leur met des contraintes verticales, finalement, ça les vide pas, ça leur permet de se régénérer. Et de changer de vocabulaire, c'est hyper important pour nos patients, parce qu'ils en ont besoin, c'est dans toutes les recommandations. Il est nécessaire pour qu'ils puissent y aller sereinement, d'apprendre à écouter leur corps progressivement et pas d'avoir peur que dès qu'ils ont des tensions musculaires parce qu'ils ont juste fait un peu de course à pied, c'est parce qu'ils sont en train de tasser leur dos. Mm. Et c'est ce qu'on leur a dit pendant 60 ans. Donc c'est bien de renverser cette idée reçue-là, qui n'en est même pas une, mais qui est leur avenir possible. Ouais. Et finalement, bah, pour la santé osseuse, la course à pied et la musculation, j'ai envie de dire que c'est mieux que le vélo et la natation, quoi, mécaniquement parlant. L'autre point, donc, c'est l'alimentation. Le calcium, on sait que c'est le minéral qui est le composant majeur de notre tissu osseux. La vitamine D qui va aider à l'absorption intestinale de calcium. Les protéines qui vont stimuler la masse osseuse et qui vont stimuler la sécrétion d'IGF-1 et donc avoir un impact positif dans la synthèse osseuse. Et puis d'autres nutriments qui vont rentrer en jeu, le magnésium, la vitamine K ou les oméga 3. Et puis au niveau IGF-1, de c'est l'équilibre quoi, hormonal, Louche? L'IGF-1, growth factor. insuline growth factor 1, yes. Test mon English, je sais pas. Et l'équilibre hormonal, donc l'œstrogène et la testostérone, qui sont des hormones sexuelles finalement. Alors, l'œstrogène, la testostérone, les femmes aussi, on a de la testostérone pour info, mais ces deux hormones-là, finalement, elles vont avoir un impact derrière sur le remodelage osseux. C'est la raison pour laquelle, quand on a un déficit énergétique qui est chronique et qu'on ne synthétise plus assez d'hormones sexuelles, et bien sur le long terme, ça peut mener à des troubles osseux et voire de l'ostéoporose précoce chez certains sportifs. C'est aussi un des Donc signes attention, de surentraînement, non? L'absence de...
Ouais, mais l'absence ou alors la tu vois, perte moi de libido? j'ai encore du mal à faire la diff entre surentraînement et RADS, parce que pour moi, finalement, ça a la même origine, même si surentraînement, c'est plus un syndrome de sous-récupération que de surentraînement. Mais du coup, dans la récupération, il y a l'alimentation et le fait de se sous-alimenter. Donc finalement, les deux sont un petit peu pareils. Donc oui, la perte de libido chez l'homme ou chez la femme peut être un signe de déséquilibre hormonal et donc de déséquilibre dans l'assiette. On parle souvent de troubles du cycle menstruel chez la femme, mais chez l'homme, ça peut se traduire par des troubles de la libido, une baisse de la fonction érectile le matin, des choses dont on parle pas trop parce que c'est un peu tabou et qui pourtant existent. Et quand les hommes se rendent compte qu'ils sont concernés, bah, ils disent ah ouais, peut-être qu'il faudrait que je fasse attention quoi. Je reviens, je vais vérifier un truc. Donc le calcium. Les produits laitiers finalement sont la source principale de calcium. Dans le lait, les yaourts, le fromage, on a énormément de calcium et surtout c'est du calcium qui est très biodisponible. Ça veut dire qu'il y a une très grande partie qui est absorbée, contrairement au calcium qu'on va avoir dans les sources végétales comme les légumes, surtout les légumes verts, les légumineuses, où finalement la biodisponibilité elle est réduite, c'est 10% voire moins, et ça parce que il y a aussi une présence de ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels, c'est ce dont je vous parlais au début. Donc, par exemple, les oxalates dans les légumes comme les épinards ou encore dans la rhubarbe qui vont venir se fixer au calcium et au magnésium et finalement former ce qu'on appelle des sels insolubles qui pourront pas être absorbés par l'intestin. Ou encore les phytates qui, eux, vont être contenus surtout dans les céréales complètes et les légumineuses. Eux, ils vont se fixer sur le fer, sur le zinc, sur le calcium et diminuer leur biodisponibilité. Donc, les produits laitiers sont la source principale de calcium, mais attention, ça ne veut pas dire que si on n'en consomme pas, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, eh bien, c'est mauvais et on ne peut pas forcément avoir assez de calcium et avoir une bonne santé osseuse. Pour couvrir les besoins, si on n'en consomme pas, et ben, finalement, ça va être d'intégrer assez de légumes verts, des choux, des légumineuses, des fruits à coque comme les noix, les amandes, etc. Autre tips, ça va être les eaux minérales qui sont riches en calcium. Alors les eaux minérales, c'est un peu sous-coté, mais finalement les minéraux qui sont dans les eaux en bouteille sont hyper biodisponibles. On les assimile très bien. Donc en l'occurrence, les eaux qui vont être riches en calcium, ça va être l'épar et la contrex. Certaines boissons végétales qui vont être enrichies. Aujourd'hui, les boissons à base de d'avoine, d'amandes ou autres sont aussi enrichies. Le tofu également. Et puis la sardine est aussi très riche en calcium, mais uniquement dans les arêtes. Sardines, très riche en calcium et en oméga 3. Tu as une reco de la Ouais. consommation par semaine qu'on devrait faire de ces petits poissons? Sardines. Donc, Mm. c'est quoi? C'est sardines. Sardines, saumon, maquereau, principalement. Et alors, la recommandation, ça va être 1 à 2 fois par semaine du poisson gras, en gros. Mais justement, pour le sportif, il y a des recos qui sont sortis fin d'année 2024, début 2025, qui montrent que les sportifs ont besoin de 2 à 4 fois plus d'oméga 3 que les sédentaires, ce qui est énorme et ce qui, en fait, est pas vraiment faisable d'un point de vue consommation de poissons, parce que consommer 6 à 8 poissons gras par semaine, ça fait beaucoup. Et du coup, la complémentation en oméga 3 peut être une très bonne solution pour les sportifs qui ont une dépense énergétique importante et donc des besoins en oméga 3 qui sont plus importants, quoi. Tu me dis si je te pose trop de questions, hein, Anouche. Non, tu me poses pas trop de questions, j'aime bien. Les protéines, elles, eh ben, elles servent pas qu'aux muscles, elles sont aussi essentielles à la santé osseuse, comme on l'a vu juste avant. Donc, elles vont participer à la formation osseuse et à la synthèse de la matrice protéique dans laquelle va se fixer le calcium. T'as vu, je t'ai mis la petite définition de Merci beaucoup. l'IGF-1. Putain, Voilà. trop forte. Fallait juste que t'attendes au final. Les spécificités des protéines laitières, c'est que bah, dans le lait, on va avoir de la whey et de la caséine qui sont des protéines qui sont bénéfiques pour la santé osseuse, qui sont très bien assimilées, très bien biodisponibles, euh, et donc bah, qui vont venir stimuler ce remodelage osseux. Et bah, finalement, pour préserver une bonne santé osseuse, il faut qu'il y ait un apport suffisant en protéines, mais aussi en calcium et en vitamine D. Et les protéines laitières, eh ben, elles semblent avoir un effet particulièrement protecteur sur cette dite santé osseuse. La vitamine D, elle, donc, elle va servir à l'assimilation, enfin, l'absorption intestinale de calcium.
On va principalement la synthétiser grâce à l'exposition solaire. À peu près 70 à 90% de nos besoins en vitamine D sont couverts par la synthèse qu'on va avoir via le soleil. Donc, il faudrait chercher à s'exposer un petit peu tous les jours dans la mesure du possible. Euh, et donc, son rôle, en plus d'absorber le calcium au niveau intestinal, va aussi avoir un rôle positif sur le muscle et sur la fonction musculaire. C'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais voilà, au niveau musculaire et au niveau osseux, elle va avoir un impact positif. La supplémentation en vitamine D, si on n'a pas beaucoup de Alors, soleil, qu'on n'a pas le temps de se mettre à ouais, l'extérieur. gros sujet et gros débat depuis quelques années, parce qu'avant, c'était supplémentation systématique en vitamine D d'octobre à avril, et c'est ce que beaucoup conseillent encore. Je t'avoue que mon avis est un petit peu tranché depuis quelques temps, parce qu'en fait, tu lis et quand tu te documentes, tu vois plein de choses qui disent qu'en fait, on serait pas tous si carencés que ça en vitamine D, et que 10 minutes d'exposition par jour, ça suffirait finalement, même si tous les jours ne sont pas ensoleillés à synthétiser la vitamine D. Dans tous les cas, la vitamine D, c'est une vitamine qu'il faut prendre, je pense, si tu as une carence ou si tu as un risque de carence, ou alors en prévention, mais pas en ampoule avec des grosses doses, mais plutôt en gouttes, tu vois, à dose physiologique, parce qu'une vitamine D en excès, alors c'est pas fréquent, mais ça peut arriver, ça peut être toxique. Un peu comme le fer peut l'être, ou les vitamines qui sont pas hydrosolubles, mais liposolubles, comme la vitamine D finalement. Donc, je botte un peu en touche pour la question de la vitamine D. J'ai avoir tendance à dire, si tu as une carence, tu te complémentes. En prévention, pourquoi pas, mais vraiment à dose physio et puis le prendre Ok, comme des bonbons merci Nouche. automatiquement toute l'année, quoi. Merci beaucoup. Maintenant, quel est le lien un petit peu avec l'ostéoporose? Alors, je vous ai regroupé plusieurs études, 5 exactement, sur justement le sujet des produits laitiers et de l'ostéoporose. Donc, pour vous les citer un petit peu, on a une première étude en 2020 qui montre, en gros, je vous ai fait un résumé à chaque fois, qu'une consommation élevée de yaourt et dans certains pays de lait est associée à un risque plus faible de fracture de la hanche, alors que le fromage ne donne pas d'effet protecteur significatif. Et globalement, les produits laitiers n'augmentent pas le risque de fracture. Une autre étude qui montre que la consommation de produits laitiers, notamment de yaourt et de fromage, est associée à un risque plus faible de fracture de la hanche, alors que le lait, on a des résultats variables et les produits laitiers, dans leur ensemble, n'ont pas d'effet significatif. Et un apport modéré en lait, à peu près 200 grammes par jour, pourrait même être bénéfique, mais les effets d'une consommation plus élevée, eux, sont incertains. Autre étude, chez les enfants et les adolescents, une supplémentation en produits laitiers eh bien, entraîne une légère mais significative amélioration de la masse minérale osseuse, de la croissance, donc de la taille, et de certains marqueurs biologiques liés à la santé osseuse. L'effet il reste modeste et son impact réel sur la prévention des fractures à long terme demeure incertain, mais dans tous les cas, c'est très difficile à contrôler ce point-là. Autre point, les produits laitiers qui sont sources de calcium et de protéines, rappelons-le, les protéines pour la santé osseuse, c'est hyper important, et ben, peuvent soutenir la santé et la solidité osseuse, en particulier lorsqu'il y a une association avec l'activité physique, comme on l'a dit juste avant, sans augmenter le risque de fracture, et une consommation quotidienne de produits laitiers, de préférence faible en gras, donc soit du lait écrémé, soit des fromages qui sont pas trop gras, pourrait contribuer à une densité minérale osseuse et à une réduction du risque de fracture chez les adultes âgés. Et dernière étude, le calcium et les protéines qu'on va avoir via les produits laitiers, et ben finalement favorisent l'accumulation de la masse osseuse chez l'enfant et l'adolescent, régulent le remodelage osseux chez l'adulte, et les produits laitiers fermentés sont associés à un risque plus faible de fracture de la hanche. Donc dans l'ensemble, les différentes données qu'on a, eh ben, elles convergent tous dans le même sens. Quand ils sont consommés régulièrement, et en particulier quand on a du lait, du yaourt et du fromage et des choses qui sont assez écrémées et pas trop riches en graisse, et ben on a une meilleure densité minérale osseuse et une réduction du risque de fracture, surtout quand c'est associé à l'activité physique et à la vitamine D. Comment on fait pour savoir que c'est riche en graisse? Bah, le lait, la couleur du lait. Si tu prends du lait bleu ou vert, ce sera moins riche que du lait rouge.
c'est con, mais le lait rouge, c'est du lait entier. Et puis les fromages typiquement frais, tu vois, les fromages à tartiner ou quoi, vont être moins riches en graisse parce que plus riches en eau. Et un dernier petit point avec l'ostéoporose, ça permet de faire un peu d'éducation scientifique, je pense. Un truc que, je sais pas si tu as déjà entendu ça, Greg, mais tu entends souvent, oui, dans les pays nordiques, pardon, ils consomment plus de produits laitiers et il y a plus d'ostéoporose et plus de fractures. Je sais pas si tu as déjà entendu ce truc-là. Non, mais par contre, je peux mettre un petit pari. Vas-y. Je pense que, à mon avis, c'est plutôt un problème de vitamine D. Alors, ça se peut, mais j'ai pas vérifié l'info. Enfin, l'info n'a pas été vérifiée. Mais alors, je pense que c'est surtout ça. Mais c'est surtout pour dire que finalement, il y a une grosse différence entre corrélation et lien de cause à effet. C'est pas parce que euh, c'est pas parce que dans ces pays-là, il y a une consommation de produits laitiers qui est plus élevée que forcément c'est lié au fait qu'il y ait plus de fractures hépatiques. Je sais pas si tu avais vu ce graphe, je sais plus quel réalisateur c'était, mais il montrait que chaque année où ce réalisateur sortait un film, et ben, il y avait Nicolas beaucoup plus de Cage. noyades dans les... Voilà, exactement. C'était Nicolas Cage, genre les ouragans C'était à Haïti, vraiment tu vois. Et corrélé. vraiment, les deux, t'es Voilà, directement lié. c'était les noyades dans la piscine. Donc, je suis pas sûre que dès que Nicolas sorte un film, et bah, finalement, ce soit directement lié au nombre de noyades dans une J'espère, piscine d'été. j'espère. Voilà. Mais c'est quand même rigolo. Donc, voilà pour cette partie. Troubles digestifs. Donc, pareil, les produits laitiers sont souvent accusés d'engendrer des troubles digestifs. Alors, on va voir dans quel cas ça l'est et puis dans quel cas ça ne l'est pas. Déjà, quand on parle d'allergie aux protéines de lait de vache, ça concerne une petite partie de la population, hein, moins de 0,5% de la population adulte, bien inférieur à ce qui est auto-rapporté dans les questionnaires ou dans ce qu'on entend des gens, etc. Et de toute façon, si on veut vraiment savoir si on est allergique aux protéines de lait de vache, bah, faut qu'il y ait un diagnostic médical avec des tests et qu'on puisse vraiment dire si oui ou non bah, il y a une augmentation des yeux, qui sont les anticorps qui vont être activés quand il y a une allergie aux protéines de lait de vache ou pas. Souvent, les réactions au lait qui sont signalées par ceux qui disent avoir une allergie aux protéines de l'élevage, c'est soit une intolérance, soit ça peut être d'autres choses. Tu fais Mais la c'est pas différence toujours une entre allergie. intolérance et allergie. Ouais, Ok, ouais. Quand tu es allergique à quelque chose, tu le sais, hein. C'est assez urgent quand même, ok. quand tu consommes ces produits. L'intolérance au lactose, elle, bah, elle est due à un déficit en lactase, qui est l'enzyme qui va aider à digérer le lactose, donc qui est le sucre qui est présent dans les produits laitiers. Et bah, le résultat de ça, les symptômes, ça va être que bah, on a mal au ventre, on est ballonné, on a la diarrhée ou quoi. Souvent, c'est des symptômes qui sont très digestifs. La prévalence mondiale au niveau de l'intolérance au lactose, bah, dans le nord et l'ouest de l'Europe, c'est à peu près 28%. Dans le sud de l'Europe, on est plus à 30-50%. En Afrique et Asie de l'Est, c'est une grosse part de la population, hein, ça monte à 80-90%. Mais par contre, on n'a que en Europe 5 à 15% de la population qui ont vraiment des symptômes cliniques significatifs. C'est assez important quand même en termes de stats quand même. Ouais, Les chiffres sont assez élevés, hein. ouais, mais pour autant, tu vois, il y a une notion de seuil. Souvent, les personnes qui sont intolérantes au lactose peuvent tolérer une petite quantité de lactose, à peu près 12 grammes de lactose en une seule fois. Donc, 12 grammes de lactose, c'est un verre de lait de 250 millilitres. Ça va être deux yaourts. Typiquement, tu vas avoir à peu près ça dans deux yaourts. T'en as quasi pas dans les fromages à pâte dure. T'en as quasi pas dans le beurre. Voilà, t'en as dans la crème fraîche. Donc, tu vois, tu as quand même moyen de consommer des produits laitiers sans pour autant avoir une grosse quantité de lactose. Ouais, je suis en train de lire ce que tu dis juste après. C'est pour ça, c'est vrai que les gens disent plutôt je suis intolérant au lactose que je suis intolérant au lait en fait. C'est le lactose qui pose Oui, problème. oui, parce qu'on n'est pas tous équipés avec cette enzyme-là, justement, qui disparaît au fil des années, enfin, qui disparaît. On la produit moins au fil des années. On l'a beaucoup quand on est enfant et après, certains ne la développent plus ou elle diminue, quoi. Voilà pour ça, pour l'intolérance au lactose. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui se pensent intolérantes au lactose.
Dans le même sens, il y a beaucoup de personnes qui se pensent intolérantes au gluten. Souvent, ça va de pair, gluten et lactose. Mais en fait, la cause fréquente, c'est souvent que c'est plutôt un syndrome de l'intestin irritable, qui est une autre cause. Ça peut être une intolérance à certains aliments, comme les FODMAPs. Ça peut être le stress. Ça peut être parce que tu vas faire un repas qui est copieux, parce que tu consommes beaucoup de fibres, parce que tu vas faire une activité physique qui va être intense. Et derrière, tu vas manger un repas et tu vas pas réussir à bien le digérer. Bref, ça peut être FODMAPs, beaucoup. C'est les glucides qui sont dits fermentescibles. Donc, tu en retrouves dans globalement un peu tous les aliments. C'est un peu contraignant de suivre une alimentation sans FODMAPs. Ça veut dire enlever quasiment tous les aliments qui contiennent des fibres. Finalement, les fruits, les légumes, beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses, euh, quasiment tous les glucides simples. Enfin, moi, je le recommande rarement d'avoir une alimentation vraiment dépourvue de FODMAPs. Mais dans le cadre d'un syndrome de l'intestin irritable, souvent, il vaut mieux réussir à isoler un petit peu ce qui pose problème. Ou alors vraiment enlever tous les FODMAPs, mais dans ce cas, le faire vraiment bien et pas sur le long terme parce que c'est hyper contraignant et c'est compliqué de réussir à tout combler dans l'alimentation. ça j'ai une question intéressante, j'ai eu le cas cet après-midi. Pour nous, en tant que kiné, la difficulté, c'est quand on trouve des symptômes digestifs chez un patient. J'en ai eu vraiment une qui est venue cet après-midi avec un ventre très gonflé et elle me dit j'aimerais perdre du ventre. Et là, je me suis retrouvé un peu con parce que c'était clairement pas du gras. Autant perdre du gras, je sais à peu près faire. Ouais. Euh, un ventre très gonflé, je ne savais pas et je lui dis là, il faut que vous rapprocher d'un diète, d'un médecin. Mais en fait, de ce que j'ai cru comprendre, retirer des aliments qui peuvent être pro-irritation, en fait, c'est souvent long parce que c'est du one by one. Enfin, tu les enlèves un par un. Ou alors tu enlèves Souvent, tout et tu les remets, mais le délai est souvent très tu long. enlèves tout, ouais. Tu enlèves tout, t'attends quelques semaines et après tu réintègres un par un pour isoler parce que si tu réintègres tout, tu sais pas ce qui pose problème en fait. Quelques semaines, c'est combien de temps, nous, je te plaît? C'est combien de semaines? 6 semaines? Bah, ouais, idéalement 6 semaines, 4 à 6 semaines. Donc De toute socialement, façon, c'est très dur et ça oblige à ouais, la personne de... socialement c'est très compliqué. Mais s'il n'y a pas d'autre choix, bah, en dernier recours, tu fais ça. Ah, Et parce que t'arrives c'est des gens à à. la fin, ils vont à la selle 5 6 fois par jour, ils sont pas bien, ils ont des flatulences en permanence, ils ont pas de life, Ouais, quoi. exactement. Dans tous les cas, il faut consulter dans ce cas-là parce qu'il y a forcément quelque chose derrière, quoi. Et pour parler vite fait des troubles digestifs à l'effort, parce que pareil, moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, j'ai des troubles digestifs à l'effort, donc j'ai enlevé les produits laitiers ou voire d'autres aliments. La majorité des troubles digestifs à l'effort sont dus soit à des facteurs mécaniques, le fait d'avoir des chocs répétés sur le tube digestif, ça va libérer certaines molécules qui vont accélérer la motricité intestinale. Les facteurs circulatoires, par exemple, le fait de faire un effort physique, et ben, notre sang il va être dirigé vers les muscles et le cœur pour apporter de l'oxygène et des nutriments. Et du coup, le système digestif, qui n'est plus une priorité, va plus être aussi bien vascularisé et donc ça peut entraîner une souffrance digestive. Ça, c'est majoré notamment par la déshydratation. Les facteurs nutritionnels, par exemple, si je choisis des aliments euh, à l'effort, enfin si je fais une sortie longue, que je vais consommer des aliments solides qui sont plus difficiles à digérer, ou si je consomme un repas avant de partir qui est très riche en gras, qui est très riche en fibres, ou que je le consomme très proche du début de l'effort, si je mâche pas sur les repas et donc mon système digestif il a un gros taf à faire, si je consomme une boisson qui va être trop riche en glucides, bref, tout ça c'est des choses qui peuvent impacter fortement la survenue de troubles digestifs, qui, rappelons-le, est dans les sports d'endurance, typiquement la principale cause d'abandon sur les courses. Et puis d'autres facteurs, par exemple les médicaments. Prendre certains médicaments peuvent impacter énormément le terrain digestif, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont parfois pris un peu en excès dans la communauté sportive et qui peuvent avoir un impact sur le système digestif et les reins. L'hyperperméabilité intestinale, un faible niveau d'entraînement aussi. Alors, le fait de s'entraîner davantage, on va améliorer nos transporteurs de glucides au niveau intestinal, donc on va être mieux en mesure de les utiliser. Et puis les femmes et les jeunes athlètes sont plus sujets aux troubles digestifs que les hommes. Ne me demandez pas pourquoi. Ça, je n'ai pas l'info. Je ne sais pas pourquoi et encore aujourd'hui, je ne sais pas. Et le stress pré-compétitif aussi, ou alors le stress quotidien va avoir un impact. Donc bref, il y a pas mal de causes qui finalement peuvent expliquer les troubles digestifs à l'effort et c'est pas toujours lié à l'alimentation au final.
Dernier point à aborder un petit peu sur les idées reçues qu'on peut avoir concernant les produits laitiers, c'est sur les cancers, alors sur la prévention et puis sur la survenue de cancers qui pourraient être liés aux produits laitiers. Alors, je vous ai regroupé un petit peu différentes données comme je l'ai fait précédemment. Déjà, les recommandations officielles et mondiales, elles vont dans le sens de limiter la viande rouge à moins de 500 grammes par semaine, d'éviter au maximum la charcuterie, donc en dessous de 150 grammes par semaine, parce que en l'occurrence, c'est des aliments qui sont classés cancérigènes, de limiter l'alcool. Toute consommation augmente le risque. Là, il n'y a pas un palier. On sait que même une faible consommation va augmenter le risque. Et à contrario, d'augmenter les aliments qui vont être bénéfiques, donc augmenter les fruits, les légumes, les fibres alimentaires, donc, qu'on retrouve dans les fruits et les légumes, mais aussi les céréales, et les céréales complètes et les légumineuses, et de manger peu transformés, assez brut, d'augmenter la consommation d'aliments végétaux, et puis à côté, et ben, finalement de faire du sport, de maintenir un poids santé, d'essayer d'avoir une activité physique régulière pour limiter au maximum la sédentarité. Donc voilà, déjà, ça, c'est les règles Et de ça, base. c'est des conseils qu'on peut donner. Juste, Nouche, on risque d'être un peu pris par le timing sur Ouais, les préventions cancer. Est-ce que c'est OK pour toi et pour tout le monde qu'on les fasse un peu plus rapide pour qu'on revienne plus sur la ouais, ça partie me va. récup sportive? Ok, très bien. Donc, cancer colorectal, je vais vous la faire courte. Aujourd'hui, les preuves scientifiques, elles nous disent qu'il y a une association protectrice entre produits laitiers qui réduisent le risque de cancer colorectal. Donc, dans les différentes méta-analyses qu'on a, on a des données qui montrent que 400 grammes par jour de produits laitiers réduit de 17% le risque de cancer colorectal. Euh, que certains produits laitiers, notamment les yaourts et les produits laitiers comme on a cité avant, bah, sont vraiment convaincants dans la prévention de ces cancers-là. Et ça, c'est assez bien documenté dans la littérature scientifique. Cancer du sein, c'est aussi une autre idée reçue que les produits laitiers augmentent le risque de cancer du sein. Ça a été assez bien étudié, mais on a des résultats assez hétérogènes. Dans l'ensemble, on n'a pas d'association claire entre consommation de produits laitiers et survenue de cancer du sein. On a certaines études qui montrent qu'il y a même un effet assez protecteur, surtout avec les yaourts et les produits qui ne sont pas trop gras. Et on a d'autres études qui montrent qu'il n'y a pas d'effet, voire des très faibles signaux contradictoires. Donc, dans l'ensemble, on n'a pas de preuve solide que les produits laitiers augmentent le risque, pas non plus de certitude qu'il y a un effet protecteur. Donc, le consensus actuel, il va plutôt dans le sens que ça a un impact neutre. Et concernant le cancer de la prostate, là pareil, on a des données. Les résultats montrent que des apports élevés en produits laitiers et en calcium augmentent modestement le risque de cancer de la prostate. On a une plus grande prévalence pour les forts consommateurs par rapport à des faibles consommateurs. Donc l'hypothèse un petit peu à ça, ce serait qu'un excès de calcium eh bien, réduirait l'activation de la vitamine D. Or, la vitamine D est un facteur protecteur potentiel contre le cancer de la prostate. Et donc, bah, ça aurait un impact. Le mécanisme, il reste hypothétique. Aujourd'hui, on ne l'a pas forcément vérifié. Quoi qu'il en soit, on sait que ce n'est pas forcément protecteur vis-à-vis du cancer de la prostate. Ça va un petit peu dans le même sens que l'étude d'avant. Les forts consommateurs de lait ont une augmentation du risque du cancer de la prostate, qui est assez faible mais relatif, entre 7 et 9%. On a une association qui est plus marquée pour le lait que pour le yaourt et le fromage. Les résultats, ils sont assez hétérogènes selon les études. Et l'hypothèse, je vous l'ai expliqué. Le consensus international, dans tous les cas, il va dans le sens qu'il y a un signal possible entre consommation élevée de produits laitiers et cancer de la prostate. Toutefois, le lien, il reste subjectif et on n'a pas vraiment de données robustes. Donc, il n'y a aucune recommandation officielle qui vont dans le sens de l'éviction de produits laitiers pour prévenir le cancer de la prostate. La priorité, ça reste de modérer et d'avoir un équilibre alimentaire global et équilibré. Donc, pour conclure, j'ai fait un truc express là. Pour conclure sur les cancers, cancer colorectal, on a un effet protecteur solide et reconnu. Sur le cancer du sein, on a des résultats plutôt neutres, on n'a pas d'impact qui ont été démontrés. Et pour le cancer de la prostate, il y a quelques signes possibles avec une consommation très élevée de lait, mais on n'a pas encore de consensus. Nice. Voilà. Maintenant, quelques recommandations concernant finalement la récupération musculaire. Déjà, concernant les protéines.
Faut essayer de favoriser des protéines qui sont assez riches en acides aminés essentiels. Donc, c'est les protéines que finalement le corps ne sait pas fabriquer et qui doivent être apportées par l'alimentation. Globalement, en blanc, là, vous avez toutes les protéines végétales et là, en pointillé, vous avez les protéines d'origine animale, les produits laitiers, la viande, etc. Et en noir, vous avez le muscle humain qui sert un peu d'étalon de référence pour voir un Ah, petit peu la différence j'ai eu entre tout ça. peur. J'ai Non, cru que non, c'était non, non, t'inquiète. Elle est mal faite cette conversation. Et donc, il faut se bouffer les uns les autres. Voilà, Non, non, c'est non, non, non. Go C'est Hunger plus, Game à voilà, c'est tous. vraiment un étalon de référence. Donc on voit que finalement les produits laitiers, donc la whey, donc la protéine de lactosérum, sont très riches en acides aminés essentiels et donc sont une très bonne source de protéines de bonne qualité. Pareil, autre point, c'est un graphe que j'aime bien, c'est sur le pourcentage de leucine en fonction du total protéique. La leucine, c'est un acide aminé essentiel, c'est un des trois BCAA, leucine, isoleucine, valine. Et la leucine, c'est surtout un des acides aminés qui va être un activateur finalement de la synthèse des protéines musculaires. Donc ce qu'on cherche, c'est certes à avoir assez de protéines dans l'alimentation, mais aussi à avoir assez de leucine et d'aliments qui en contiennent. Donc la whey est toujours finalement une des sources de protéines qui est la plus riche en leucine. Le maïs aussi est pas mal. Toutefois, j'aime bien rappeler quand même que le maïs, certes, il a beaucoup de leucine dans le total de ses protéines, mais que finalement, il reste assez euh, faible ou modéré en termes d'apport protéines et d'apport en acides aminés essentiels globaux. Nous, j'ai une petite Donc, question. Pourquoi est-ce ouais, que la whey est autant recommandée et c'est celle qui fait consensus, mais pour le coup, les BCAA, qui sont pour le coup aussi des acides aminés, ne sont pas recommandés particulièrement? parce que dans la whey, tu as tous les acides aminés essentiels en fait. Tu as un mélange, alors que dans les BCAA, tu n'en as que trois. Ok. Et la whey, finalement, c'est avec l'œuf la protéine qui est la meilleure au niveau biodisponibilité, valeur biologique. Voilà, c'est la mieux assimilée et les protéines sont bien utilisées. Et Pareil, le l'œuf, lait il de est vache aussi est très bien très classé. bien classé pour la leucine, le bovine milk. Ouais, exact. Ok. Autre point, donc là je vais passer vite fait parce qu'on a déjà fait un point, calcium, vitamine D. Le calcium, il va rentrer en jeu dans la contraction musculaire, dans l'influx nerveux, dans l'homéostasie calcique, qui va être régulée aussi par la vitamine D et la minéralisation osseuse. La vitamine D, elle, je vous l'ai dit, elle a un rôle dans la santé osseuse, mais aussi dans le muscle, parce qu'elle va réguler la synthèse protéique. Sur le muscle, on a des récepteurs à vitamine D qui vont avoir un impact positif sur la régulation de la synthèse protéique et la fonction des mitochondries. Et elle va avoir un impact positif sur le métabolisme énergétique et la performance musculaire. Donc, calcium, vitamine D, c'est un duo essentiel pour la santé osseuse, mais aussi pour la fonction musculaire. Et pour le stress aussi, non? Pour le stress, ouais, Ouais, sur l'influx la vitamine nerveux. D, ouais. Ouais, Ouais, oui, oui. le calcium Oui, aussi. pour le cas du calcium, ouais. Une étude que j'aime bien mettre en avant, c'est celle-ci. C'est une étude qui a été faite en 2007 et les chercheurs ont testé plusieurs boissons de récupération chez des sportifs qui ont été déshydratés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce fait, mais le lait, en fait, est connu pour être une meilleure boisson de récupération que l'eau. En fait, ils ont constaté dans cette étude que le lait produisait moins de débit urinaire que l'eau, donc on en réabsorbait mieux, et que les boissons énergétiques, et que finalement son effet hydratant y durait plus longtemps. Avec les sportifs qui ont consommé du lait, et ben, l'hydratation, elle restait positive 5 heures après la consommation, alors qu'avec les autres boissons, en 1 heure, elle revenait à zéro. Donc ça veut dire que le corps retenait plus le liquide qu'elle en éliminait au final. Et ça, c'est dû au fait que le lait il contient des glucides, des protéines, des électrolytes, et donc que ça aide à mieux assimiler l'eau. Donc finalement, le lait, ça peut être une bonne boisson de récupération chez les personnes qui le tolèrent bien. Pourquoi pas intégrer dans un shaker de récup avec un petit peu plus de glucides et un petit peu plus de protéines. Et ça peut favoriser la réhydratation un petit peu plus agressive, si on peut dire ça comme ça. Quand tu dis un peu plus de Un petit glucides, point un peu maintenant. plus de protéines dans ton shaker, tu penses à quoi? Ouais, Donc tu prends ton shaker de whey plus du c'est- lait je- ou tu rajoutes encore des trucs dedans? ouais, exactement. Je pense au fait de ne pas consommer que du lait, qui certes contient un peu de glucides, un peu de protéines, mais pas non plus de fou, quoi.
3 grammes de prot pour 100 millilitres, c'est pas énorme. Donc voilà, d'ajouter peut-être un peu de whey, de protéines en poudre, et pourquoi pas du miel ou des flocons d'avoine mixés ou des fruits mixés, d'augmenter un peu les glucides et les protéines. Et ça fait une Post-exercice. boisson complète. Ok. Exactement. Après, c'est juste pour la réhydratation. Dans ce cas, le lait, ça peut convenir. Comment faire le tri maintenant un petit peu face aux idées reçues pour conclure ce webinaire? On l'a dit au début de cette présentation, on a un peu une explosion d'infos contradictoires sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que pour ceux qui sont pas très à l'aise scientifiquement parlant, c'est très compliqué. Je pense à nos patients finalement et aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou qui ont accès aux réseaux sociaux et accès à toutes les informations. Alors, je pense aux réseaux, mais je pense à la télé aussi et aux livres, à tout ce qu'on peut lire. Finalement, on peut trouver tout et son contraire dans toutes les sources d'informations. Et c'est finalement très difficile de s'y retrouver dans leur cas. Alors, je pense que déjà la première chose et la plus importante, c'est que les anecdotes personnelles n'égaleront jamais les preuves scientifiques qu'on a. Et il y a beaucoup j'appelle ça des scientifico-sceptiques, qui finalement remettent toutes les études scientifiques en question en disant que tout est biaisé et que le terrain est la seule chose qui compte. Alors pour moi, déjà, les études scientifiques ne sont euh, qu'une expérience de terrain un peu mieux contrôlée, si on peut dire ça comme ça. Et finalement, c'est la meilleure façon aujourd'hui d'être le plus juste possible dans les recommandations qu'on va tenir. Parce que ce qui marche chez mon cousin ou mon oncle, bah, ça marchera peut-être pas chez la plupart des personnes. Et on peut pas se servir d'un cas isolé pour en faire une vérité générale. Je pense que c'est aussi notre rôle en tant que professionnel de santé d'être finalement assez à l'aise avec ça et de se former, parce que je trouve que c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans nos formations de base, de se former à la lecture critique et à la lecture d'études scientifiques. Et pourtant, c'est hyper important parce qu'on est les premiers finalement relais pour nos patients et pour nos athlètes, pour nos patients, pour les gens qui nous suivent. Et donc, bah, c'est hyper important d'être à l'aise avec ça. Dans tous les cas, il faut être prudent avec les régimes extrêmes. Souvent, le fait d'éviter un aliment, c'est jamais positif. Je mets juste une petite exception pour l'alcool, qui pour moi est peut-être le seul aliment qui, même consommé en faible quantité, sera toujours négatif. Alors, bien sûr, plus tu en consommes, plus ça va être négatif, mais par contre, on sait que même à faible dose, ça a déjà des effets négatifs sur tout. Voilà, ça j'aime bien le rappeler parce que souvent on fait un peu la guerre à plein d'aliments, mais l'alcool, tout le monde s'en fout et tout le monde en consomme, mais personne n'est au courant que pour autant ça peut être dangereux. Donc faites ce que vous voulez, mais au moins vous êtes au fait. Et puis après, on a un peu ce qu'on appelle la pyramide des preuves, si on veut s'y retrouver un petit peu, qui finalement nous montre quel type d'études scientifiques est la plus robuste. Donc, en haut de la pyramide, on a quand même les méta-analyses, les revues de synthèse qui regroupent toutes les différentes études qu'on a sur le sujet pour en faire un consensus. Et plus on va être bas dans cette pyramide-là, plus finalement, ça ne sera pas d'un gros poids au niveau scientifique. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet-là, Greg? Sur ce sujet-là, je le trouve hyper intéressant en tant que kiné, parce que nous, notre matière première, malheureusement, tu parlais des études scientifiques. La douleur, c'est quelque chose qui est très difficile à faire entrer dans les études scientifiques, et j'invite toujours les kinés à se dire si notre matière première qui compose nos études scientifiques, c'est quelque chose de très subjectif, c'est pas le cas de toutes les données de base des autres études scientifiques. C'est-à-dire que finalement, c'est plus simple de mesurer quasiment des prévalences de cancer, c'est plus simple d'avoir des mesures et des analyses de sanguines avec des taux sanguins qui sont des trucs très clairs et très carrés. Et c'est vrai que nos complications en tant qu'iné, elles valent pas forcément sur toutes les autres spécialités et sur toutes les connaissances. Donc c'est là où je trouve intéressant pour nous en tant qu'iné de parfois faire le pas de recul, de se dire, en fait, s'il y a des méta-analyses qui lisent un peu la partie clinique, on peut plus s'y fier dans certaines spécialités, là où chez nous, c'est vrai que parfois les méta-analyses, on a parfois l'impression qu'elles contredisent tout ce qu'on sait faire, mais elles ne portent pas toujours beaucoup, beaucoup de choses. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que les méta-analyses en tant qu'inné étaient pas ouf. Je dis juste que parfois, elles peuvent manquer un peu de clarté, ce qui n'est pas le cas des autres spécialités. Dans tous les cas, même dans la nutrition, je trouve que c'est hyper dur d'avoir des liens de cause à effet, en fait. Ce sera toujours de l'observation principalement. Donc c'est bien hein, de garder un esprit critique, mais pas Exactement. forcément de remettre tout en cause et de penser Surtout, que toute la science est biaisée. oui. Bravo, Donc Noucha.
pour cette Non, petite mais tout, pyramide? franchement, c'est dense, hein. Non, non, mais l'intégralité de ton cours, il est hyper complet, bien Ouais, joué. je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus long, mais déjà, ça vous donne beaucoup déjà d'idées et de clés finalement. Et après, libre à vous d'aller creuser chaque sujet si ça vous intéresse pour aller plus loin. Dans tous les cas, ce qu'on peut retenir de cette présentation, c'est que les produits laitiers aujourd'hui, avec les données scientifiques qu'on a, eh ben, ne sont pas pro-inflammatoires et dans certains contextes pourraient même avoir un effet bénéfique et anti-inflammatoire, qu'ils sont un allié pour la santé osseuse et musculaire. L'enjeu n'est pas de supprimer systématiquement quand on a un doute, mais d'adapter de façon raisonnée et en fonction du contexte et de nos tolérances individuelles. Et les kinésithérapeutes, les diététiciens, les coachs sportifs, les médecins, tous les professionnels de santé, notre rôle, c'est d'informer, d'être formés et d'orienter au mieux nos patients aussi si on n'a pas forcément les clés et que c'est pas notre domaine. Et je répète, mais surtout en se basant sur des repères fiables, basés sur la littérature scientifique et sur les recherches. Je vous remercie pour votre attention. Franchement, bravo, t'as géré de ouf. C'était hyper complet. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'était hyper intéressant. On se fera un autre live, toi et moi. Un autre live Avec où plaisir. tu viendras sur ma chaîne sur les interviews d'experts. Très Parce qu'à bien. chaque fois qu'on Ça, se ça me croise, va. c'est des avant-courses, après-courses. Et donc, on n'est Non, pas. mais merci à toi. C'était cool. On était bien complémentaires. Je pense que t'as complété pas mal de trucs. Je pense que diète et kiné, on peut s'y retrouver ce soir. Bah, en tout J'espère. cas, non, bah, t'as vraiment bien Vous mené direz. vraiment bien ta barque. Donc, bravo, hein. Top. Tu gères de ouf. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement, Nouchka? Nouchka Et Simic? sur Instagram principalement, sur YouTube aussi un petit peu, et puis après sur mon site internet pour avoir mes formations, fourchettebasket.fr. Voilà. Et toi, on peut te retrouver où? Moi, pour l'instant, dans mon salon. Et sinon, moi, sur Instagram. Et pour du contenu plus pro, probablement plutôt sur Major Formation, qui est clairement le compte où je vous spamme pas, je vous balance pas mes conneries en story, qui est un compte vraiment de pro à pro et pour pouvoir développer vos connaissances. Sur la formation sans bilan et sans exo, là d'ailleurs, je pars à Paris demain soir pour la donner au kiné, pour développer vos bilans et sur du rachis et sur de la pathologie du sportif. Super. Et ben merci à toi. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. On vous souhaite le Bonne meilleur pour soirée à la tous. suite.